Voici l'Insta360 X4, c'est une caméra 360 d'action. Comme toutes les caméras 360 de ce style, elle a deux objectifs qui sont dos à dos là et chacun filme une demi-sphère qui est devant lui. Et bien sûr, on peut assembler le tout via l'application et le logiciel pour avoir une vidéo 360 de l'ensemble de la sphère autour de la caméra. Ces vidéos qu'on aura filmées en 360 degrés, on aura deux possibilités. Soit on pourra les exporter au format 360 degrés dans le but de les voir après sur un casque de réalité virtuelle par exemple et de pouvoir se balader vraiment dans l'image complète. L'autre possibilité, ça va être d'en exporter au final une vidéo normale, visible sur un écran standard, on va dire, 16/9, 9/16 ou carré, comme on souhaite, mais d'utiliser le fait qu'on a vraiment tout filmé autour de la caméra pour mettre des points clés pour passer d'un point de vue à un autre et choisir vraiment ce qu'on veut montrer à celui qui verra la vidéo. Notez qu'entre les demi-sphères filmées par chaque objectif, il y a un léger angle mort qui fait que tout ce qui se situe sur la tranche de la caméra assez proche d'elle disparaît. C'est pour ça que la perche à selfie sur laquelle on la fixe disparaît quand on utilise une caméra 360. C'est pas de la magie. Alors il y a deux grosses contraintes techniques qui concernent ces caméras 360 d'action. La première, c'est le compromis à choisir ou à trouver pour la marque qui l'a construit par rapport à la taille du capteur. Vous le savez, le capteur, c'est cette cellule qui reçoit la lumière et la transforme en courant électrique. Et plus il est gros, meilleure est l'image, grosso modo. Mais aussi, plus il est gros, plus la caméra va devoir elle aussi être grosse, va aussi avoir de la chauffe en interne. Et ces caméras 360 d'action, elles sont étanches, donc hermétiques, et du coup, niveau ventilation, c'est pas trop ça. Donc un gros capteur, certes, fait souvent une meilleure image, mais fait aussi une caméra qui est plus grosse, qui est plus chère et qui chauffe plus. C'est le cas de la One RS capteur de 1 pouce, c'est vraiment une référence au niveau des caméras 360, mais c'est pas une caméra d'action, elle est pas étanche, hein, elle est beaucoup plus chère, elle est plus lourde, plus grosse. Et donc pour une caméra 360 d'action comme la X4 qui vient remplacer la X3, il y a des choix à faire au niveau de la taille du capteur, c'est la première contrainte dont je voulais vous parler. Le second défi, la seconde contrainte technique, c'est quand on parle de définition. Ces caméras 360 ont une définition annoncée qui correspond à l'ensemble de la sphère qu'elles filment. Donc on voyait sur une X3 par exemple 5,7K, c'est un nombre de pixels sur l'ensemble de la sphère qu'elle filme. Mais quand on va recadrer l'image pour en garder une petite partie pour l'exporter une fois recadrée, on aura beaucoup moins que 5,7K. Et bien souvent ces caméras ont une définition d'image qui est inférieure à celle d'une caméra classique qui ne sera pas 360. Alors pour une caméra classique du 4K ou un peu plus, c'est largement suffisant. Mais pour une caméra 360, à l'inverse, plus on aura de pixels sur l'ensemble de la sphère, et plus quand on va recadrer et garder une petite partie, on aura une définition qui sera proche ou qui se rapprochera de celle d'une caméra classique. Et c'est vraiment super important sur une caméra 360 d'arriver à avoir le plus grand nombre de pixels possible pour avoir une meilleure image au final une fois la vidéo recadrée. Alors forcément, Insta360 a dû faire des choix par rapport à ces deux défis techniques, mais aussi tenir compte des demandes d'utilisateurs de la X3 par exemple, pour nous sortir cette X4 dont on va parler maintenant en détail. On va voir ses caractéristiques, ses forces, ses limites et bien sûr mon avis. Je précise enfin que cette X4 m'a été offerte pour que j'en prépare un test pour vous. Ça fait environ un mois que je l'ai. On y va. Quand j'ai reçu la X4, je me suis dit on dirait vraiment une X3 sous stéroïde. Elle est légèrement plus haute, plus épaisse. Bref, c'est une X3 qui a un peu pris de masse musculaire, on va dire. Au niveau apparence design, c'est très très proche. Bien sûr, on remarque que l'écran est plus grand. Il est passé de 2,29 à 2,5 pouces. Et le verre aussi a changé. On avait un verre trempé ici. Ici, on a un verre Corning Gorilla, comme sur les montres Garmin, donc qui est plus résistant. Sinon, mis à part ça, on retrouve le pas de vis en dessous, bien sûr, pour accrocher une perche à selfie. Sur le côté, les mêmes deux boutons on-off et puis le bouton en dessous pour choisir des presets. De l'autre côté, on retrouve les mêmes deux trappes, une pour la prise USB-C, on en reparlera plus tard dans la vidéo, et l'autre qui contient la batterie et aussi le slot pour mettre la carte micro SD. La batterie de la X4 est plus grosse et a plus de capacité que la batterie de la X3. C'est une batterie de 2290 mAh qu'on a sur la X4 et ça équivaut à plus de 60% d'autonomie en plus que la X3 qui était d'ailleurs par ailleurs déjà très bonne. Ça c'est aussi un très bon point de la X4.
Dernière différence importante au niveau design entre la X4 et la X3, c'est ce qui concerne la possibilité de mettre des protèges objectifs. Comme vous le savez, oui, c'est une caméra d'action, elle est étanche et résistante avec en plus un verre sur l'écran qui est maintenant très costaud, plus que sur la X3. Par contre, comme d'hab, comme toutes les caméras 360, son gros talon d'Achille, ce sont ses objectifs. Si ça tombe et que ça se raye, l'image est pourrie. Et donc certains aiment bien y mettre des protèges objectifs. Moi perso, j'en mettais jamais sur la X3, j'y fais vraiment très attention, elle est tout le temps dans une protection. La X4 c'est pareil, d'ailleurs j'aime bien cette protection néoprène complète là qui était fournie dans le pack que j'ai reçu. Mais cela dit, on peut sur la X4 mettre des protèges objectifs dans le nouveau système et ils sont maintenant amovibles. C'est vraiment très pratique à mettre et à enlever, contrairement aux précédents ceux de la X3 qui sont collés et qui sont vraiment plus compliqués à retirer quand on veut par exemple la mettre dans le boîtier étanche qu'elle a. Là sur la X4 c'est vraiment beaucoup plus simple de mettre et d'enlever, il n'y a pas de souci, et il y a deux styles de protège objectif. Il y a la version standard on va dire, équivalente à celle de la X3, et une version premium qui est en verre trempé, qui altère beaucoup moins l'image que la version standard on va dire. Bref, cette possibilité de mettre et d'enlever facilement des protèges objectifs, je pense qu'elle plaira à pas mal d'entre vous. Alors pour ceux qui ont remarqué le truc noir qui est ici, là, ce sont deux accessoires qu'on peut coller, adhésifs, au niveau des micros. Et c'est en fait un support à scratch pour une mousse de protection anti-vent pour les micros. Ça marche très bien, j'en parlerai en détail dans mon tuto complet pour débutants sur la X4. Et quand il sera fait, je vous mettrai son lien sous la vidéo en description. Un petit mot rapide sur les micros de la X4. Là, ce sont les micros internes qui prennent le son. La caméra est fixée sur la perche à selfie à environ un petit mètre de moi. Le tout à contre-jour en 8K25 pour que vous voyez un petit peu comment ça rend. Alors, on m'a posé la question et il n'est pas possible d'associer le DJI Mic 2 en Bluetooth, donc sans fil, à la X4, malheureusement. Donc, pour utiliser un micro externe avec la X4, il va falloir utiliser un adaptateur qu'on peut acheter. Moi, je l'ai dans le pack que j'ai reçu, qui se branche sur la fiche USB-C sur la tranche de la X4 et dans lequel on pourra brancher un micro soit en mini jack, soit en USB-C, et mettre le tout sur un petit support qui est aussi dans ce pack micro on va dire. Bref, pas possible d'utiliser le DJI Mic 2 sans fil avec la X4. Pour profiter d'un micro sans fil, pour avoir un meilleur son si la caméra est loin de nous par exemple comme sur une perche ou s'il y a du vent, il faudra utiliser forcément un adaptateur spécial fait pour ça. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Ça, c'est la Ace Pro, sortie en novembre, caméra d'action classique, on va dire, qui a été la première caméra d'action parmi les grosses marques à faire de la 8K, du 8K niveau définition. Comme j'en ai parlé en intro, sur une caméra d'action classique, c'est très loin d'être indispensable, c'est même plutôt gadget, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils nous ont montré qu'ils maîtrisaient la 8K, et maintenant ils nous l'amènent sur la X4. C'est le point numéro 2 au niveau des caractéristiques. La X4 a bien du 8K jusqu'à 30 images par seconde, ce qui est vraiment, comme j'en ai parlé en intro, un point qui est très fort pour une caméra 360, très utile, dans le sens où quand on va recadrer l'image pour en exporter une image normale en 16/9, on pourra vraiment en exporter du 4K UHD et c'est vraiment un point qui est très fort de la X4. On parle de ça maintenant rapidement. Alors je parlerai pas de points très techniques comme le quad Bayer et le pixel binning, mais faut que vous sachiez quand même que cette 8K sur une caméra comme ça marche avec de bonnes conditions de lumière. S'il fait très sombre, vous pouvez oublier la 8K. En revanche, quand il y a une bonne lumière, il y a vraiment un très gros gain et il y a beaucoup de points de cette vidéo où je vous montrerai des images et vous verrez vraiment que par rapport à ce que faisait la X3, ça n'a rien à voir. En fait, quand j'ai une caméra en test avant qu'elle ne soit annoncée officiellement, j'ai pas le droit d'en parler et par contre, je la teste très souvent, je fais plein d'activités avec pour préparer mes vidéos de test et je poste des fois des stories avec des images prises avec ces caméras que j'ai en test sans bien sûr dire de quelle caméra il s'agit. Là, pour la X4, c'est la première fois où j'ai souvent hésité à poster tellement l'image était belle et tellement aucune caméra d'action en 360 aujourd'hui ne fait ce style d'image. Alors attention, j'ai des images équivalentes, on en reparlera après avec cette One RS 1 pouce, voire des images bien meilleures, mais par contre je fais pas de wingfoil, de e-foil, de kite ou de plongée ou de course à pied avec la One RS 1 pouce. Et donc quand je postais des stories prises avec la X4 dans différents sports nautiques ou non, mais franchement ça me faisait drôle parce que par rapport à la X3 il y a vraiment une très grosse différence de qualité quand les conditions de lumière sont bonnes. Donc oui, grâce à ce 8K en 24, 25 ou 30 images par seconde, la X4, si les conditions de lumière sont bonnes, est de très loin la caméra 360 d'action qui fait les meilleures images. C'est vraiment flagrant. Mais cela dit, il n'y a pas que ça, on a aussi le 5,7K qui est passé jusqu'à 60 images par seconde, ce qui offre la possibilité de faire des ralentis, et ça par contre c'était impossible sur la X3 vu que le 5,7K
5,7K s'arrêter en 30 images par seconde. Donc là en 5,7K, on peut monter à 60 images par seconde et faire des ralentis x2, c'est vraiment aussi une super possibilité. Bien sûr, on a aussi le 5,7K 24, 25 ou 30 images par seconde et ce sont ces définitions et nombre d'images par seconde qui seront aussi à privilégier lorsque les conditions de lumière vont être un peu plus compliquées. Et dans ce contexte-là, j'ai fait différents tests, notamment dans cette église. Eh bien, la X4 en 5,7K 25 produit une image qui est similaire à celle que produisait la X3. Bien sûr, on est très loin, attention, on a du rendu que fait la One RS 1 pouce avec son plus gros capteur de 1 pouce, mais sachez que cette X4 en 5,7K 24 ou 25 fera une image similaire s'il fait sombre à ce que fait la X3 et c'est aussi un très bon point. Au niveau des gros ralentis, la X3 faisait du 3K 100 images par seconde. Là, on passe sur du 4K 100 images seconde, donc c'est un tiers en plus au niveau définition par rapport à ce que faisait la X3 pour ces gros ralentis. Et ça se voit, les gros ralentis sur la X4, j'en ai fait plein et ils sont beaucoup mieux niveau qualité que ce que faisait la X3. Attention, là je parle bien, quand je dis 4K, je parle bien encore une fois de l'ensemble de la sphère. Donc on va recadrer pour en garder une partie, on aura beaucoup moins que du 4K. Mais au niveau des ralentis, c'était un gros défaut des caméras 360 au tout début. Maintenant, on peut commencer à s'en servir. En tout cas, sur tout ce qui est Instagram et tout, ça fait des images qui sont très propres quand je fais des ralentis en 4K 100 avec la X4. Point suivant, je vous parle du bullet time, cette fonction qui consiste à accrocher la caméra sur deux petites perches, enfin une poignée et une perche, et à la faire tourner comme ça autour de soi, et à produire une image très ralentie, où on est vraiment au centre de l'image. Ce bullet time sur la X3, la One X2 et tout, je m'en servais jamais ou quasiment jamais, parce que je trouvais le rendu pas terrible, tant au niveau qualité qu'au niveau assemblage où ça buguait un petit peu des fois. Là sur la X4, c'est la première caméra 360 où vraiment c'est tout l'inverse, il est vraiment génial, je me suis régalé avec ce bullet time. Bien sûr on profite de la plus grande définition, mais franchement tout est mieux, même au niveau assemblage, j'ai pas eu de bug d'assemblage sur les bullet time, je me suis régalé avec, c'est aussi un très gros point positif selon moi de la X4, on a enfin des bullet time qui claquent, c'est vraiment cool. Point suivant, c'est le mode Mi qui était apparu sur la X3. Ce mode Mi, en fait, à quoi il sert? À ne pas avoir à s'embêter à recadrer l'image. Quand on veut être directement le héros, entre guillemets, de la vidéo, on a directement une image finale exportée, prête à être utilisée, où on est le centre de l'image. Ou alors, on peut aussi appuyer sur un bouton pour faire l'inverse, que l'image soit directement assemblée, traitée, avec en filmant vers l'avant de la caméra. Bref, ce mode Mi avait des contraintes sur la X3 qui ont été un petit peu améliorées en termes de nombre d'images par seconde et de définition. On a maintenant le mode Mi disponible en 4K 30 images par seconde ou en 2,7K 120 images secondes, ce qui fait un beau ralenti. Certes 2,7K, mais c'est quand même un joli ralenti. Et en 2,7K 30 images par seconde, c'est carrément directement assemblé en interne et ça produit un fichier MP4 qu'on peut directement poster, alors que dans les autres modes de la caméra, il faut passer par l'application ou le logiciel. Bref, pour ceux qui se servent de ce mode Mi qui permet de ne pas avoir à recadrer l'image derrière, elle sera directement recadrée sur vous, on va dire, et bien c'est une bonne chose d'avoir pu augmenter la définition et le nombre d'images par seconde avec en plus ce gros ralenti disponible. Alors selon vos besoins et selon aussi comment la caméra est accrochée sur vous par exemple, il est possible que vous ayez envie d'utiliser un seul objectif sur les deux. Dans ce cas-là, bien sûr, pas de 360, on aura plus une caméra d'action classique, on va dire, avec un seul objectif. Et ce mode s'appelle Single Lens, un seul objectif, et il peut monter en 4K 60. Alors au niveau qualité de l'image, comme plein d'autres points, je ferai bientôt des comparaisons détaillées entre la X4 et la X3, et aussi entre la X4 et la GoPro 12, pour vous aider à savoir laquelle est plus adaptée à vos besoins, et vous montrer les forces et limites de chacune d'entre elles. Quand ces vidéos seront prêtes, je mettrai le lien en description sous la vidéo. Point suivant, celui-là il est hyper intéressant aussi, c'est le contrôle gestuel. La X4 dispose d'une fonction de contrôle gestuel, il y a deux gestes, ça pour démarrer l'enregistrement vidéo et ça pour l'arrêter. Le second geste c'est ça pour prendre une photo, ça marche super bien, j'ai essayé jusqu'à environ 4-5 mètres et ça a marché sans souci avec les deux gestes. C'est vraiment hyper intéressant pour deux raisons, la première c'est que souvent quand je fais des images 360, elle est au bout d'une perche, la caméra assez loin de moi, pour peu que je sois en plus en train de faire du wingfoil ou autre chose, mais j'ai pas les mains disponibles, donc un petit geste ça peut être très pratique plutôt que d'avoir à accéder à la caméra. Le second point intéressant, c'est que même quand on a des gants comme en moto ou en ski, ces gestes marchent aussi. Bref, c'est vraiment très bien fait, hyper réactif et il m'en suis beaucoup servi sur la X4, c'est encore un très bon point.
Petit mot sur les photos, la X4 bien sûr prend des photos 360 qui sont de bonne qualité et ce que les conditions de lumière soient bonnes ou pas. En photo on peut tricher avec le temps de pause, contrairement à la vidéo. Donc quand les conditions de lumière sont pas terribles, le temps de pause va automatiquement s'allonger. On peut aussi bien sûr avoir la main dessus si on veut manuellement. Mais le mode Pure Shot 72 millions de pixels est vraiment une très très bonne surprise. Même quand les conditions de lumière sont pas terribles comme dans cette église, j'ai vraiment une image qui est très propre et qui pourrait suffire pour de la vis virtuelle par exemple. Bref, c'est aussi une bonne chose. J'ai pas encore vu de mode avec du bracketing au niveau de la photo. J'espère que ce sera ajouté bientôt. Alors maintenant on parle des vidéos accélérées. Là il y a deux modes comme vous le savez, soit le mode time-lapse. Donc time-lapse c'est vraiment la caméra elle est posée, elle ne bouge pas, elle prend des photos à intervalles réguliers dans le but après de produire une vidéo où le temps est un peu accéléré. Ce time-lapse sur la X4 on peut en faire jusqu'au maximum 11K, donc 11K c'est monstrueux, la X3 faisait du 8K, le timelapse 11K, comme ce sont des photos qui sont prises, même si la lumière est pas terrible, le temps de pause va augmenter et donc ce sera quand même un bon rendu, même si la lumière est faible. C'est vraiment un très très bon point. Pour ce qui est du time shift, en revanche, time shift, donc c'est l'hyperlapse de la X4, ce time shift, là par contre on va se déplacer, on va marcher, et donc il faut stabiliser l'image, et là par contre le time shift qui est disponible en 8K, si les conditions de lumière ne sont pas terribles, il va pas être terrible non plus. Donc dans ces cas-là, si la lumière n'est pas terrible, privilégiez un time shift en 5,7K plutôt qu'en 8K. Bref, sur la X4, c'est time shift disponible jusqu'à 8K et timelapse jusqu'à 11K. C'est vraiment du lourd au niveau définition dans ces deux modes. Point suivant, on parle activité aquatique ou subaquatique. Cette X4, comme la X3, est étanche à 10 mètres. Donc pour tout ce qui est sport nautique, aucun souci, ça marche très bien. Notez d'ailleurs que j'ai pas eu de souci de gouttes qui se collent sur l'objectif. Ça c'est vraiment un très 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 gros point pour moi parce que bien souvent sur la X3 j'avais des gouttes qui se collaient sur l'objectif et qui me ruinaient pas mal le plan. J'ai pas eu de souci avec la X4. Donc est-ce qu'il y a un traitement différent? J'ai pas encore eu la réponse de la part de l'Insta360, mais en tout cas le traitement qu'il a l'air d'avoir sur les lentilles de la X4 a l'air bien meilleur par rapport au côté répulsif des gouttes d'eau que ce qui n'était sur la X3, et j'ai pas eu de souci par rapport à ça. Très bon point. Cela dit, pour aller faire du sport nautique avec une X4 ou une X3, pensez bien à bien fermer toutes les trappes, ça c'est un truc important. Second point, c'est que pour tout ce qui est subaquatique, quand on va sous l'eau avec une caméra 360, on n'a pas d'assemblage des deux images prises par chaque objectif. C'est pas possible. Donc pour aller sous l'eau, on peut s'en servir soit en mode lentille unique, soit pour avoir un bon assemblage et une vraie image 360, il faut avoir un caisson étanche, c'est indispensable pour faire de belles images 360 sous l'eau. Comme la X4 est plus grosse que la X3, forcément le caisson étanche de la X3 ne marchera pas sur la X4. Il y a un nouveau caisson étanche que voici, j'ai pu l'avoir aussi en test et faire des images avec. J'ai pas eu de bol, l'eau était vraiment très trouble à cause de beaucoup de vent et de vagues. J'ai pris ces images en 8K 30 images secondes et malgré la faible visibilité et la faible luminosité, j'ai quand même eu des images que je trouve vraiment sympas. Je referai des tests plus poussés avec des conditions beaucoup plus claires au niveau de l'eau très bientôt et je reparlerai en détail de ce boîtier étanche et de comment il faut s'en servir dans mon tuto complet pour débutants sur la X4. Dès qu'il sera prêt, encore une fois, je mettrai son lien sous la vidéo en description. Bref, elle est étanche à 10 mètres et il faut aussi un caisson étanche pour faire des images sous-marines assemblées au niveau 360. Point suivant, comme vous le savez, je vous dis souvent qu'il est préférable d'avoir un smartphone ou un ordinateur pas trop vieux, en tout cas assez puissant pour pouvoir facilement traiter les fichiers produits par ce style de caméra. Et c'est encore plus vrai sur la X4 en théorie avec le 8K, c'est des fichiers qui sont lourds à traiter. Cela dit, il y a deux points intéressants. Premier point, c'est qu'ils ont mis de l'USB-C 3.0 au lieu de 2.0, donc les fichiers sont plus facilement transférés mais aussi traités quand on veut les travailler directement sur la caméra. Le second point, c'est que le Wi-Fi a été aussi amélioré, donc on traite des fichiers en Wi-Fi depuis un smartphone alors qu'ils sont encore sur la caméra, et bien c'est facilité par rapport à l'ancien Wi-Fi de la X3. Moi concrètement, bien sûr avec mon iPhone 15 Pro Max, j'ai aucun souci, mais j'ai fait le test avec un iPhone 12 et ça a marché très très bien aussi, c'était vraiment très fluide. Mais encore une fois, je vous répète, si votre smartphone ou votre PC, votre Mac, c'est une charrette qui a 10 ans, vous aurez vraiment du mal à visionner et travailler les fichiers. Il faut un truc au minimum assez performant pour pouvoir en profiter pleinement, on va dire. Dernier point au niveau des caractéristiques, c'est la taille du capteur. Ça, je vous en parlais un petit peu en début de vidéo, en intro, en vous disant que deux capteurs de 1 pouce, ça existe sur une caméra 360, ils sont là-dessus, sur la One RS 1 pouce, mais c'est une caméra qui du coup n'est pas étanche pour qu'elle soit plus ventilée, qui est plus chère, qui est plus lourde, qui est plus grosse. Deux capteurs de 1 pouce sur une caméra 360 d'action,
c'est compliqué, hein. Il faudrait qu'elle soit vraiment beaucoup plus grosse pour être ventilée tout en restant étanche. Ce serait aussi beaucoup plus cher. Donc c'est pas un choix qui est aujourd'hui, on va dire, faisable. Et ils ont fait le choix de mettre des capteurs qui font un demi-pouce, la même taille que ceux de la X3. Alors par rapport à ça, plusieurs points. Premier point, un capteur de 1 demi-pouce, c'est déjà plus grand que ceux d'une GoPro il y a 2-3 ans, hein, qui faisait 1 sur 2,3 pouces, ou d'un DJI Mavic Air par exemple, ou d'un DJI Mini 2. Bref, un demi-pouce pour une caméra, on va dire, aujourd'hui, c'est pas si délirant que ça en termes de taille. Et le second point, c'est que pour arriver à faire autant de pixels sur un tout petit capteur, ils utilisent des technologies de pixel binning, là, avec 4 pixels qui en font 1 au besoin selon ce qu'on choisit comme définition. Et concrètement, ça donne un rendu d'image qui est très intéressant, encore une fois, quand les conditions de lumière sont bonnes, sans pour autant être sacrifié ou moins bon que ce que faisait la X3 en termes de conditions de lumière difficiles. C'est une transition parfaite pour enchaîner maintenant sur des points plus subjectifs et on commence par mon avis en termes de qualité d'image sur la X4. Alors aujourd'hui, par rapport à la qualité du rendu vidéo des caméras 360, on va dire de poche, oui, la meilleure aujourd'hui reste la One RS 1 pouce, qui encore une fois n'est pas une caméra d'action, c'est une caméra 360 qui est chère, lourde, plus grosse, mais c'est un petit bijou. Et au niveau de l'image, quand il fait sombre, c'est de très très loin la meilleure, ou quand on est en intérieur. J'ai fait des plans avec dans une église ou comme ça pour BFM TV qui sont vraiment vraiment superbes. On est très loin de ce niveau-là avec la X4. Quand il fait sombre, très très loin, mais quand il fait jour, cela dit, et c'est là que c'est intéressant, hein, quand la lumière est bonne, eh bien on a une image qui arrive à s'en rapprocher et qui place selon moi la X4 entre la X3 et la One RS 1 pouce. Quand les conditions de lumière sont pas bonnes, elles sont équivalentes ces deux-là. Mais quand les conditions de lumière sont bonnes, la X4 est devant et elle se rapproche vraiment de la One RS 1 pouce. Mais la différence, c'est que quand je fais du wingfoil, du e-foil ou que je vais sous l'eau, elle, je peux pas la prendre, c'est pas une caméra d'action. Donc il est possible que la taille de capteur de 1/2 pouce en déçoive certains, mais comme je vous l'ai expliqué, pour une caméra d'action 360, faire plus gros, c'est pas forcément une bonne idée, même pas du tout une bonne idée selon moi, voire pas possible. Et pour un capteur de 1/2 pouce, l'utilisation du pixel binning pour arriver à caser du 8K en vidéo là-dedans, elle est très pertinente, elle fait sens pour une caméra 360 et elle procure une image qui la place largement de très loin en haut du panier des caméras d'action 360, en tout cas largement devant la X3 selon mes tests. Pour autant, comment elle se comporte par rapport à l'image produite par une GoPro 12, ça je vous en parlerai en détail dans ma comparaison entre la X4 et la GoPro 12, mais c'est pas encore pour l'instant. Alors pour la photo, franchement rien à dire, on pourra aussi faire des petites visites virtuelles tranquilles avec la X4. Par rapport à ça, ça fait longtemps qu'ils sont déjà au point avec le mode Pure Shot notamment qui est super facile à utiliser. Donc là, par rapport à ça, rien à dire. Et enfin le côté pratique, alors la X3 avait déjà un grand écran, là il est encore plus grand, c'est toujours un petit confort en plus. Oui, elle est plus grosse et plus lourde, mais moi ça m'a pas trop gêné, hein. Même dans les sports que j'ai fait, j'ai pas été gêné par sa taille, faut pas arriver à un truc comme ça à terme, hein. Mais par contre là la X4 ça reste vraiment correct au niveau côté pratique d'utilisation par rapport à son poids et à sa taille. Alors maintenant mon avis, si on oublie le côté action et qu'on juge que la caméra 360, bien sûr que j'aurais aimé avoir des capteurs de 1 pouce comme ceux de la One RS 1 pouce, elle aurait fait de meilleures images, c'est clair et net. Mais c'est pas ce qu'on juge, là c'est une caméra 360 d'action. Et dans ce contexte-là, si on considère le côté action, comme je vous l'ai expliqué, les choix qui ont été faits sont vraiment très pertinents, permettent de contenir le prix, la taille, le poids, tout en ayant une image qui est vraiment super pour une caméra 360 quand les conditions de lumière sont bonnes, et une image qui reste correcte au niveau de ce qu'il y avait déjà avant quand les conditions de lumière sont moins bonnes. Bref, c'est un très très bon choix selon moi. Moi, je me suis régalé à la tester. J'ai très très loin d'avoir fini de faire des images avec. La X3 était ma caméra de prédilection pour tout ce qui était sport, on va dire, depuis qu'elle existe. Maintenant, ce sera la X4. Alors, j'ai parlé beaucoup d'action, mais on peut aussi bien sûr faire des images plus classiques avec cette X4. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur comment faire des images d'une voiture avec la X4. J'ai filmé une Porsche. Je vous mets le lien de la vidéo ici pour ceux qui sont intéressés. Si la vidéo vous a plu ou était utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.